Notre invité du jour, Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria Asset Management. Bonjour Pierre. Bonjour Anna. Alors avec vous ce matin, on fait un tour d'horizon des événements marquants sur les marchés. Et on commence par l'actualité avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et la nouvelle annonce faite cette nuit par Donald Trump de taxer pour 200 milliards de dollars de produits chinois importés aux États-Unis. Alors, au-delà de l'aspect politique des négociations, quels sont les impacts? On peut commencer par exemple sur la Chine. Quels sont les impacts sur les marchés Alors, sur les marchés, on voit bien que le Nikkei a plutôt bien réagi cette nuit. Et finalement, vous l'avez dit en préambule, le CAC 40 va modérément baisser à l'ouverture. En fait, on ne savait pas ce que pouvait être cette taxation. Finalement, maintenant, le jeu est assez découvert puisque c'est 200 milliards, 10%, 25% d'ici à la fin de l'année et pour finalement consolider les positions américaines domestiques. Et il en a encore 265 milliards sous le pied, si je puis m'exprimer ainsi, si jamais les négos n'avancent pas. Hein. Voilà, mais donc c'est une négociation. Finalement, on a la nouvelle. Je pense que ça va plutôt bien se passer, puisque là, on est vraiment dans une histoire politique. Hein. On est toujours sur ces élections de mi-mandat qui sont cruciales, puisque c'est finalement un référendum pour ou contre Donald Trump. S'il remporte son pari, on va voir ce qui va se passer en 2019. Mais comme il a mis des taxes, il peut très bien les enlever en 2019 en disant bah voilà, moi j'ai négocié, j'ai rapatrié des emplois aux États-Unis, j'applique mon programme et finalement vous avez bien fait de me dire. Donc tout ça est. Est-ce que c'est économique, est-ce que c'est politique? Alors je sais bien qu'on on aime bien nous les gérants ou les gens de finance dire c'est vrai que quand il y a des taxations ça nuit au commerce mondial, ce qui est vrai en théorie et sur le long terme. Ça calme peut-être les investissements dans un premier temps. C'est ça, mais le problème c'est qu'on a en face de nous la première puissance mondiale, la première puissance d'innovation au monde et finalement un peu le chef d'orchestre de l'économie mondiale. Donc on n'est pas, on a en plus un aspect politique qui est véritablement prégnant et on le voit avec les résultats en Europe si on en parle ensemble tout à l'heure, mais on voit bien quand même la montée des populismes et que finalement un libéralisme qui s'exprimerait dans toute sa liberté, on va dire, n'est peut-être pas véritablement à l'ordre du jour en ce moment. Oui, en tout cas, oui, n'est pas prôné. Alors du coup, sur les indices boursiers chinois, il y a quand même un vrai impact, un réel impact, et sur le yuan aussi. Exactement. Alors ça c'est vraiment ce à quoi il va falloir faire attention, parce que on ne sait pas finalement si la Chine est un géant ou un géant au pied d'argile. On voit bien que cette guerre commerciale a fait trembler la Chine. Alors on ne sait pas très bien si c'est les Chinois qui laissent filer leur monnaie par rapport au dollar ou si c'est finalement l'inverse, c'est que les investisseurs finalement se disent est-ce que véritablement ça vaut le coup d'investir dans les émergents, sachant qu'on a une pression énorme mise par les États-Unis. Donc en tout état de cause, on voit que le yuan s'est fortement déprécié, bien plus fortement que ce qui avait provoqué la déroute des marchés en août 2015. Il y a peut-être un petit coup de pouce des autorités chinoises derrière. Voilà, donc on compense avec la devise. Mais dans ce contexte, on a quand même des marchés chinois qui ont une performance exécrable depuis le début de l'année, puisqu'on est entre -20 et -30 selon les marchés. Donc c'est là où en fait on n'arrive pas bien à savoir si finalement la force de la Chine et son rapport plutôt amical avec les États-Unis et donc une force d'entraînement, je produis en Chine, j'exporte aux États-Unis et parallèlement avec les devises que j'ai, je finance le trésor américain ou quelque chose de si on a des relations moins amicales, là on peut avoir sans doute, en tout cas c'est ce qu'évalue le marché, un problème sur les entreprises chinoises. Donc là c'est vrai qu'il est un peu tôt pour le dire. Et on verra. À l'écart pour le moment du marché chinois. Voilà, c'est plutôt de la prudence. Après nous, ça tout dépend de ses clients. Alors, côté américain, ça a aussi un impact, ce qui se passe. Pour le moment, Wall Street tient plutôt correctement. Vous l'avez dit, hein, les bénéfices des entreprises américaines sont très, très forts. Oui. Et alors, c'est vrai qu'en 2019, si on prévoit encore 10% après 23%,
Honnêtement, et la réforme fiscale et les performances de l'économie américaine sont vraiment étourdissantes. Alors après, il faut voir à quel coût c'est fait, puisque encore une fois, ce n'est pas financé, c'est financé par de la dette et du déficit. Donc, il faudra voir si finalement investir massivement via des baisses d'impôts, ce qui est un peu financé par de la dette, est-ce que finalement on arrive à un processus autoréalisateur de résorption de la dette? Ça, c'est quand même le pari qui me semble le plus hasardeux chez Donald Trump. En attendant, toute cette guerre commerciale ne fait pas baisser Wall Street, mais ne fait pas non plus avancer tellement les indices. On est pour le moment plutôt sur de la prudence et sur une absence de volatilité. C'est ça. Alors c'est ça qui est assez drôle finalement, c'est qu'on a un écrasement de la volatilité sur les indices occidentaux, même en Europe. C'est vrai on voit, il y a des soubresauts, mais très honnêtement, l'Eurostoxx évolue entre 3300 et 3600. Donc on a un tout petit 10% de variation. Wall Street, finalement, c'est encore plus faible, puisque aussi bien la volatilité implicite cotée sur les marchés que la volatilité réalisée du marché est très très faible. On est aux alentours de 10 à 14, alors qu'on s'attendait tous à une remontée drastique de la volatilité, comme on avait eu finalement en février dernier. En revanche, sur les marchés émergents, alors là c'est vraiment le bain de sang, aussi bien sur la dette, puisque toutes les devises émergentes pâtissent, faiblissent, voire s'effondrent par rapport au dollar. Et on a des marchés qui sont soit en surplace, soit dans le cas des marchés asiatiques, enfin notamment chinois, en effondrement très impressionnant. Donc sur le marché de la dette, quelle est votre recommandation? Il faut plutôt en tout cas sortir de tous ces pays émergents. Alors j'aurais tendance à dire que c'est un peu tard pour sortir, puisque on a un tel, voilà, on a un tel, nous on a réduit vraiment au début de l'année, vraiment les marchés de dette émergentes. Et c'est vrai que là on a, alors sur toutes les métriques de dette, mais notamment sur le haut rendement, on a un écartement des primes de risque qui est vraiment impressionnant. On a une réévaluation en fait de ce risque émergent qui s'approche plutôt de niveau d'achat en fait. D'accord. Donc c'est très risqué, mais ce serait le moment, en tout cas, disons que l'opportunité dans ce domaine. Voilà, c'est ça, c'est que la symétrie redevient franchement positive sur les métriques de dette émergente du fait d'une pression américaine exercée sur à la fois les devises et à la fois le risque de crédit des émetteurs dans les pays émergents. Vous l'avez évoqué quelques minutes avant, juste l'Europe. Donc l'Europe, l'impact de la guerre commerciale, on est sur les marchés européens, on est au même stade qu'à Wall Street, c'est-à-dire absence de volatilité. C'est ça, en fait, comme on ne sait pas, et finalement on ne sait pas grand-chose de la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, on a eu une taxation de l'acier, mais c'est véritablement infinitésimal les exportations d'acier vers les États-Unis, de l'Europe, de la part de l'Europe. Il y a l'épée Damoclès sur les constructeurs automobiles allemands. Oui, alors les constructeurs, oui, alors c'est vrai, il y a ça, mais en même temps, c'est vrai que ça a déjà fait décaler très fortement les marchés sur le secteur automobile. Donc là encore, je dirais que le mouvement est fait. On n'a pas vraiment, je crois qu'on est plus préoccupé par le risque politique très honnêtement en Europe que par la guerre commerciale et c'est vrai qu'on a des secteurs qui pâtissent massivement du risque commercial des mesures de Donald Trump, mais d'autres secteurs qui se portent comme des charmes, notamment le luxe, même si on a eu finalement un retracement courant de l'été. On passe au bilan des banques centrales. La BCE s'est réunie la semaine dernière pour sa réunion de politique monétaire, donc comme attendu, statu quo. Quand même, Mario Draghi a précisé, qui s'exprime d'ailleurs ce matin à Paris, a précisé que les rachats d'actifs seraient arrêtés à la fin de l'année comme prévu et que les taux resteraient au plus bas au moins jusqu'à l'été 2019. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles. Oui, disons qu'on est véritablement dans le chemin tracé par le président de la BCE. Donc on a ces indications prospectives ou forward guidance qui sont respectées à la lettre. On a prévenu le marché très en amont. Finalement, le marché réagit parfaitement à ce qu'a dit Mario Draghi. Paradoxalement, ce n'était pas vraiment sur
sur l'assouplissement quantitatif qu'il était attendu, mais plus sur une réaction au niveau des politiques, encore une fois européennes, et on peut dire qu'il a un peu sifflé la fin de la récréation quant aux velléités des uns et des autres à vouloir battre en brèche les critères de Maastricht. C'est-à-dire c'est plutôt l'Italie qui était en ligne de mire? Voilà, il a quand même dit clairement que en fait, les métriques de dette devaient être respectées et qu'on était dans une union monétaire et qu'on pouvait essayer de remonter le déficit, mais c'était fortement pas conseillé vu la réaction que ça susciterait sur les marchés de dette, notamment domestiques italiennes ou ailleurs. D'ailleurs, les rumeurs, on attend là, effectivement le budget 2019 de l'Italie, mais les rumeurs disent que ce budget va respecter les critères de Bruxelles. C'est ce qui a fait un peu bondir en tout cas les marchés italiens hier. Voilà, et on a vu la prime de risque sur l'État italien fortement se réduire sur le marché de dette. Alors du côté de la Fed, on s'attend à une prochaine hausse des taux lors des réunions du 25 et 26 septembre, puisque de toute façon, c'est ça, on attend. C'était prévu d'ici à la fin de l'année. Voilà, donc on attend. Le marché est complètement, encore une fois, sur ces indications prospectives. On est vraiment sur 2 hausses Alors, ce qu'il y a d'évalué en 2019, c'est une dernière hausse à 2,75. Là, en fait, on sent bien que le marché est véritablement attentiste sur le discours de la Fed et à la limite, on est presque drogué à ces forward guidance. C'est qu'on est tellement accoutumé au fait qu'on aille dire ce qu'on va faire dans les mois suivants que le marché est très attentiste et on a une courbe aux États-Unis qui s'aplatit, signe d'une économie qui croîtrait ad vitam aeternam à un rythme compris entre 2,5 et 3%. Ce qui sera bien. Ce qui n'est pas possible. Alors, on finit sur la Suède, vous l'avez un peu évoqué, donc là c'est l'Italie bis, j'ai envie de dire. On est de nouveau sur la constitution d'un nouveau gouvernement pour la fin du mois. Quels ont été les impacts sur les marchés? Est-ce qu'il y a une réelle inquiétude des investisseurs? Alors il n'y a eu véritablement aucun impact puisque la couronne suédoise s'était fortement dépréciée par rapport à l'euro dans l'attente en fait des résultats des élections, donc depuis les derniers mois. Ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme l'Italie, effectivement, on va avoir une coalition alors moins baroque que l'Italie, probablement une coalition gauche-droite, ce qui serait vraiment inédit en Suède, mais pour boucler la boucle avec les taxations de Donald Trump, on voit bien que le libéralisme, les idées libérales n'ont véritablement pas le vent en poupe et que l'économie et la politique, pour le moment, c'est assez deux mondes et que finalement l'aspiration des peuples qui ont été, on va dire, disruptés par la mondialisation, finalement c'est plus de protection. Donc là on va dire que en tout cas, si on voit la réaction des marchés, on va dire qu'on s'accoutume tous à ce changement de régime qui est finalement peut-être pas aucune barrière au commerce mondial et finalement des politiques qui sont plus présentes dans l'économie. Et alors dans ce contexte, l'exposition aux actions supérieures à 50% du portefeuille, c'est votre recommandation? Oui, parce qu'on voit bien ces marges de fluctuation, ces bornes de fluctuation finalement sont assez encadrées, on a des résultats qui sont en croissance, on a, même si on a des taxations dont on a beaucoup parlé, on a finalement une croissance mondiale qui est sur un rythme de 3,8% cette année, l'année prochaine du même ordre, avec, même si on voit un léger retour de l'inflation, une inflation qui décroît fortement dans les zones émergentes et qui plafonne à 2%. Donc on est vraiment dans un moment idéal pour les actifs risqués. On a des courbes de taux d'intérêt qui sont plates et des rendements qui sont pour la plupart négatifs. Donc franchement, il n'y a aucun intérêt à aller faire de la dette d'État, par exemple. Le haut rendement commence à redevenir véritablement intéressant en Europe et on l'a dit dans les émergents. Donc à l'heure actuelle, on a vraiment une prime sur les actifs risqués, notamment à Action, du fait de la visibilité qu'on a sur l'économie. Merci Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria Asset Management.